Donc à la manière de The Last of Us, je vais donc parler des autres séries que j'ai vues entre guillemets à l'arrache, à la va-vite, en avançant parce que j'avais un peu la flemme de les regarder en entier, parce que je les ai en grande partie regardées pour suivre l'actualité plus que par pure passion, on va dire, pour certaines. Je pense notamment à Gen V, saison 2, du coup, la saison 2 qui succède à la saison 1, spin-off de The Boys. Parce que Gen V, j'en avais brièvement parlé durant ma review de The Boys saison 4 avec Elia. J'avais pas du tout accroché à Gen V, pour moi c'était une série inutile dans l'univers de The Boys. C'était vraiment une vraie capitalisation de l'univers de The Boys de la part d'Amazon, de façon très très corporate. En fait, on fait juste The Boys version ado, avec un côté très edgy, gore, gratuit au possible, encore plus que dans la série, avec une menace qui est donc Vogt, qui est traitée comme un mystère dans un lycée, etc. Alors qu'au final, il n'y a aucun mystère. On sait tous pertinemment que ce sont les méchants, qu'il y a des méchants laboratoires, etc. Et en plus, et moi perso, ça me dérange vraiment qu'ils fassent un crossover entre Gen V et The Boys et que du coup les univers soient connectés, parce que je trouve que Gen V est tellement moins bien. Donc pour moi, Gen V, j'aime pas beaucoup Gen V. Et j'ai vraiment regardé cette saison 2 pour être à l'heure sur la saison finale de The Boys, en fait. Donc je l'ai regardé entre guillemets, mais en vrai non, je l'ai pas vraiment regardé en vrai. En fait, j'ai quasiment regardé que les scènes avec Hamish Linklater, qui est le nouveau grand méchant de cette saison, qui est un acteur que j'aime beaucoup, de Fargo, de chez Noah Hawley, Midnight Mass, etc. C'est un acteur que j'apprécie beaucoup. Hamish Linklater, dans les bandes annonces, il avait l'air de jouer un méchant assez stylé, un peu à la cool, un costard cravate, qui est un peu nonchalant et qui en fait est super puissant et qui cache un twist qui est plutôt sympa, mais un twist qui malheureusement va révéler un méchant que je trouve est beaucoup moins charismatique et beaucoup plus stéréotypé sur la fin de la saison. Mais en vrai, j'ai quasiment regardé que ces scènes. En vrai, parce que lui, il était cool, c'est un méchant qui était sympa, et dommage qu'il ne tienne qu'une saison, on va dire. Là où le reste, j'ai avancé parce que en plus, Gen V, c'est extrêmement woke aussi, c'est le cliché du si t'es un homme blanc caucasien, t'es une merde ou t'es un méchant, ça c'est sûr. Sinon, si t'es dans une autre catégorie, t'es peut-être gentil, tu vois. Donc déjà, il y a ce cliché-là. L'héroïne, je trouve qu'elle n'a aucun charisme, je l'ai jamais aimé cette héroïne-là. J'ai zappé tout ça. J'ai juste regardé les parties avec le méchant. Puis le dernier épisode, au final, le dernier épisode, j'étais déçu parce que je m'attendais à ce qu'il y ait des révélations, des trucs cool, des machins. Et en fait, non, en fait, à la fin de la saison, il y a juste les héros de Gen V qui vont rejoindre la résistance des gentils dans The Boys. Donc au final, la série ne fait rien d'avancer, elle ne sert à rien, et termine juste sur l'évidence que l'on avait tous imaginé quand on imaginait ces personnages intervertir dans la dernière saison de The Boys, c'est-à-dire eux qui rejoignent la résistance pour affronter Vogt, etc. pour la saison finale de The Boys. Donc ça va beaucoup me faire chier de les voir dans la saison finale de The Boys, de perdre du temps avec ces personnages-là parce que je les aime pas du tout. Mais voilà, Gen V... c'est de la merde, hein. Pour moi, en vrai c'est de la merde, hein. Je le dis clairement, j'aime pas Gen V, et vraiment, s'il n'y avait pas le spin-off sur Soldier Boy, qui pour le coup, ils me l'ont bien vendu, je pense qu'après la saison finale de The Boys, j'aurais arrêté l'univers de The Boys. Je trouve que la réalité dépasse trop la parodie avec ses spin-offs et ses trucs d'ado à la con, mais bon. La série sur Soldier Boy, c'est Jensen Ackles, c'est déjà beaucoup plus de charisme, donc on va suivre ça, mais Gen V, dans tous les cas, je pense que c'est fini pour moi, j'en ai marre de cette série, mais j'espère qu'on va bien parler de The Boys saison 5. Ensuite, du coup, le fameux El Famoso qui a fait gueuler Stranger Things. La dernière saison de Stranger Things, et je ne vous ai jamais parlé, je crois, de Stranger Things sur la chaîne, eh bien, faut savoir que je ne suis pas un très grand fan de Stranger Things, c'est que, en fait, moi, j'ai regardé la série 4-5 ans après tout le monde, je dirais même plus, 6-7 ans après tout le monde. Et en gros, du coup, quand tu regardes une série après autant de temps avec un tel bouche à oreille, tu as cet a priori de putain, ça va être une série de tarés, de malades mentales. Et la saison 1 m'avait grave déçu, du coup, je m'attendais à un truc de ouf et j'ai trouvé ça sympa sans plus, quoi. Il y a le côté, oui, E.T., années 80, en mage en bline, etc., etc. Les personnages sont sympas, il y a un mystère qui est sympa, la BO est cool, en mode synthé. Ça me fait plaisir d'enfin voir Winona Ryder récupérer une carrière avec cette série-là aussi. Et David Harbour a percé avec cette série qui est plutôt sympa aussi. Mais c'est vrai que j'étais très déçu de voir que l'univers de Stranger Things, c'était juste... En fait, il y a juste un monde en parallèle du nôtre, et il y a des Démogorgons dedans, c'est tout, genre. La saison 1, c'était juste ça, j'avais trouvé l'univers extrêmement limité, assez pauvre, et assez peu attirant pour moi, donc moi j'ai jamais compris l'explosion de Stranger Things. À part le fait que j'ai vu que les acteurs avaient littéralement mon âge, donc les gens de ma génération ont clairement grandi avec ces personnages-là du coup, et on le voit bien parce qu'ils ont bien grandi dans une série qui est censée se dérouler en 4 années mais qui a été tournée en 9-10 ans, donc bon ça c'est un autre sujet, notamment Billy. En vrai ça me fait peur, hein, parce que moi je vais avoir 24 ans là, ça me fait flipper, je vois Billy Bobby Brown, 21 ans, le visage botoxé sa mère dans la saison 5 dans la saison 5 de Stranger Things, elle me fait flipper, je me dis putain il y a des gamines de... Après je sais aussi que je
vieilli en fait. Je pense quand j'étais jeune, je me disais ouais les vieux ils se botox la gueule machin, et là je vois une gamine qui est plus jeune que moi qui se botox la gueule et qui a plus d'expression faciale. En saison 5 j'ai eu peur, hein. J'étais terrifié. Mais à part ça, bah du coup ouais, saison 2 je m'en souviens plus trop, ouais c'était la saison où il y avait un petit bébé qui se transforme en Démon-Gorgon, il me semblait que c'était mieux. La saison 3 je l'ai trouvé sympathique, hein. La saison 3 c'était avec l'espèce de truc Cronenberg, l'espèce de gros monstre dégueulasse, avec ouais ça c'était sympa ça. Ça c'était sympa. Mais en plus c'était sympa parce qu'il y avait là il y avait l'enjeu qui était posé, il y avait le personnage de du mec, l'acteur du Seigneur des Anneaux, Sam, je crois, qui était cool, ou peut-être c'est en saison 2, je sais plus. T'avais l'utilisation de la guerre froide avec les Russes qui sont assez bien utilisés de façon parodique ou de façon un peu surprenante par rapport au cliché des méchants russes. T'avais le fait d'avoir tué Hopper et du coup ça créait de l'enjeu et c'était intéressant aussi. Et le monstre était bien flippant, bien fait, assez dégueulasse et on était dans l'horreur que j'aime bien, on va dire pour la saison 3. Et la 4ème j'ai trouvé plutôt cool à part le fait de ressusciter Hopper parce que bah c'est aussi un des défauts qu'on va évoquer aussi en saison 5, mais personne ne crève dans cette putain de série. En fait les seuls personnages qui crèvent ce sont les persos secondaires ou les persos qui sont introduits dans la saison où ils crèvent, notamment le personnage de Eddie Munson qui dans cette saison a fait très bel effet parce que ça, maintenant Joseph Quinn a une carrière contrairement à tous les acteurs de Stranger Things qui ont fait 4 saisons de cette série qui n'ont pas forcément tous de carrière, mais Eddie Munson a bien marqué le coup. Le personnage de Vecna, très inspiré en plus de figures de l'horreur comme Freddy Krueger, etc., est très charismatique, très stylé. Bon, je trouve que son design, je suis pas très fan de son design. Je trouve que son design fait très mash-up de plein de designs. On dirait un mélange, on dirait un mix entre le Roi de la Nuit et Carnage. Donc je trouve, et en plus on sent un peu le côté gros, le côté un peu maquillage. Je trouve son redesign en saison 5 bien plus réussi pour le coup, beaucoup moins humain. Pour le coup, mais je crois que le charisme du personnage, la révélation sur le fait que c'était le numéro 0, je crois, ou le numéro 1, était plutôt cool. L'acteur était très charismatique. On avait un camo, parce que c'est aussi ça qui est cool dans cette série, c'est que t'as des camos d'acteurs des années 80 qui sont cool. Donc t'avais le mec de Alien 2, là, l'entrepreneur, là. Tu avais le mec du coup du Seigneur des Anneaux qui a joué dans le Hobbit. J'ai plus le nom. Tu avais du coup dans cette saison, tu avais Robert Englund qui avait joué Freddy Krueger et qui joue le père de Vecna qui est inspiré de Freddy Krueger, notamment avec sa grosse main piquante. Donc l'hommage était plutôt cool. Et la série, et puis la saison était plutôt cool avec les démogorgons chauves-souris, le côté un peu vraiment pop électro années 80 qui pète sur la fin de saison, la séquence Running Up That Hill qui est devenue iconique bien sûr avec Max qui court. Donc là on ressentait de l'enjeu, les morts étaient bien sales, les morts que Vecna causait du coup. Et d'ailleurs il y avait petit camo, mais l'acteur qui joue le père de Eddie Munson, c'est le mec qui joue Enoch dans Agents of Shield, et j'aime beaucoup cet acteur et ça m'a fait plaisir de le voir dans une grosse série, voilà. Et donc Stranger Things, ben ça s'était terminé sur un twist plutôt cool en mode ouais on peut pas attendre. Bon, moi j'étais patient parce qu'en vrai Stranger Things je suis pas très fan. Et là, 4 ans plus tard, quasiment, moi, heureusement que moi je ne suis pas fan de Stranger Things. Parce que moi, personnellement, cette saison, je l'ai trouvé regardable, je l'ai trouvé divertissante. Je pense que j'ai regardé les 8 épisodes en 3h30 maximum parce que j'ai autre chose à foutre. Donc je dis ça, je comprends que les gens se soient fait chier parce que moi j'ai tout maté en avançant, parce que moi les relations entre les personnages, j'en ai un peu rien à foutre, les acteurs, j'en ai un peu rien à foutre. Moi ce que je voulais voir c'était voir comment la série terminait pour être à jour sur l'actualité, pour suivre l'univers de la pop culture, parce qu'on est c'est aussi un travail de suivre la pop culture, ce n'est pas que du divertissement et regarder tout ce que l'on aime, hein, bien sûr. Exit le mec qui n'a pas maté Minecraft. Donc non, il y a quand même des trucs que j'évite. Mais déjà, Stranger Things a une qualité visuelle plus quali et il y a une qualité de production bien supérieure à des trucs comme Minecraft. Hein. Et d'ailleurs, c'est certainement les meilleures œuvres de la carrière de Shawn Levy en termes de réalisation, parce que Shawn Levy, qui a fait Deadpool 3, La Nuit au musée, etc., a réalisé beaucoup des épisodes de la série. Et d'ailleurs, dans cette saison-là, il y a d'ailleurs l'immense réalisateur Frank Darabont qui a réalisé des épisodes, ce qui m'a pas mal déçu parce que Darabont, il a fait La Ligne Verte que j'aime pas beaucoup, il a fait Les Évadés que j'aime pas beaucoup, mais il a fait The Mist que j'adore, il a fait les premières saisons de The Walking Dead que j'adore. Et ça se voit pas du tout que c'est lui qui a réalisé les épisodes qu'il a réalisés, quoi. C'est très impersonnel et c'est peut-être mon défaut, c'est que dans la saison 4, il y avait des tentatives visuelles, des plans séquences, des visuels, on sentait l'argent qui a été mis dedans, le fait que c'était l'une des séries les plus chères de tous les temps. Et pour cette saison 5, c'est la série la plus chère de tous les temps. Et où est passé le pognon ? Où est passé le pognon ? On voit rien. Genre la photographie est immondasse. Genre les 3/4 des décors dans cette saison 5 sont en CGI dégueulasse. Genre l'abysse, le monde des abysses. On spoil, on s'en bat les couilles. Mais le monde des abysses est dégueulasse. Ils ont remaké Running Up That Hill avec Max qui court. Sauf que cette fois, il a une grosse LED éclairée sur elle dégueulasse. L'image est dégueulasse. Genre, cette saison, j'ai eu l'impression d'avoir une série Marvel, en fait. Pour moi, c'était vraiment la qualité visuelle d'une série Marvel, c'est qu'il y a beaucoup de pognon, mais mal utilisé, en fait. Et ça, c'est un défaut que j'aurais relevé. Autre défaut, c'est qu'on a flingué toutes les conséquences de la saison 4, où tu terminais sur un cliffhanger de fou.
pour qu'il y ait une putain d'ellipse, et pour qu'on te dise qu'en fait à Hawkins ils sont juste en quarantaine, et du coup tu te fais chier parce qu'on te représente les personnages, on te représente Hawkins, on représente la dynamique habituelle, du coup on te fait un long démarrage en douceur alors qu'on s'attendait tous à avoir un démarrage spectaculaire, donc déception, et puis à côté de ça, bah c'est les schémas qui se répètent de la série, c'est aussi pour ça que j'ai jamais trouvé la série cool et ouf, c'est que déjà tu butes personne, les méchants c'est plus ou moins les mêmes mais un peu upgrade, et l'histoire est pas dingue quoi. Donc là pareil c'est les mêmes schémas narratifs, les jeunes qui doivent se réunir pour affronter une menace, ils concoctent un plan, le mec explique le plan, ils aiment pas le plan, il réexplique un autre plan, ils vont aller affronter le truc, le plan marche pas si bien, ils vont improviser, ils vont battre le truc, ils vont se rater, ils vont reconcocter un plan pour battre le truc, nanana. Du coup, la série est très répétitive et très lassante en fait. On s'épuise très facilement devant cette série parce que on repère très très vite les schémas narratifs de l'histoire, tant soit peu qu'il y ait une histoire. Et même s'il y a des révélations sympas, genre Will qui peut contrôler Vecna avec ce de-aging pas très beau d'ailleurs de Will en début de saison, bon ouais ça allait, je suis méchant, mais qui est plutôt sympa, c'était le petit twist qui était sympathique, Vecna qui a un design cool, j'ai bien aimé le côté un peu années 60 dans le monde de Vecna, où là ils se sont dit putain l'acteur est quand même très stylé, vas-y on fait une version de lui humaine qui va kidnapper des gosses, mais je trouve qu'il y a un côté... Ça m'a un peu rappelé Gore dans Thor 4, où Gore c'est censé être le massacreur de Dieu, et dans le film il kidnappe des gosses. Là j'ai l'impression que c'est un peu le même truc, c'est que nous on s'attend tous à ce que Vecna il bute des personnages, il commette des dingueries, etc. Il kidnappe 12 gosses, 12 on sait pas pourquoi. Heureusement que je suis pas fan de Stranger Things encore une fois, mais quand je vois les frères Duffer expliquer la série, la dernière saison sur Twitter là, leur réponse c'est soit ouais bah on voulait laisser ça, on voulait vous laisser interpréter cette séquence là, oui ça c'était pas grave, ils étaient pas là, oui ça c'était comme ça, nanana. Vous avez pas écrit la saison en fait. En fait, j'ai le même feeling, en un peu moins pire quand même, que la saison 8 de Game of Thrones, qui était l'un des affronts de ce 21e siècle télévisuel, où pareil, Weiss et Benioff, les créateurs, ils en avaient plus rien à foutre, ils en avaient marre d'être sur cette série, ils voulaient se barrer, et donc ils ont écrit le script à la va-vite. Et là, ils ont fait un peu pareil, c'est qu'ils ont omis plein de questions que les fans se sont posées depuis très longtemps dans cette saison finale, et... ils font des choix très discutables, c'est que là, dernière saison, on t'introduit un nouveau monde comme ça. On te dit qu'en fait, le monde à l'envers, c'est un trou de verre et qu'en fait, il y a les abysses. Bah, je pense que ça aurait été plus cool d'exploiter le monde des abysses durant cette saison, qui est la dernière saison, que juste l'exploiter dans le dernier épisode de la série, tu vois. Plutôt que de passer 500 ans dans la tête de Vecna avec des gosses qu'il a kidnappés, des gosses qui ont plus de temps d'écran que nos héros de la saison d'ailleurs, il faut le dire aussi. C'est que c'est la saison 5, faut qu'on soit avec nos personnages, qu'on les aime, qu'on les développe, et au final, beaucoup sont encore mis à l'écart. Je pense au personnage afro, c'est Lucas, je crois, qui est juste le mec de Max, si on s'en fout. Et le fait que les 3 quarts des acteurs n'ont plus rien à foutre parce que ils ont fait plein de trucs entre temps et parce qu'ils en ont marre de cette série, comme Millie Bobby Brown et comme Finn Wolfhard. Donc beaucoup des acteurs sont beaucoup moins bons en termes d'acting que les autres. Les incohérences que j'ai jamais aimées dans Stranger Things, genre la daronne qui se prend un coup de griffe du Démogorgon et qui est pas dead, et qui en plus arrive à se lever à l'hôpital et à me foutre une grenade à l'intérieur d'une machine à laver, mais flinguez-moi, c'est quoi ce scénario qui pue la merde? Ou Hopper, qui aurait dû crever depuis la saison 3, qui... Bah déjà qu'il y a la dégaine de Red Guardian parce que David Harbour tournait Thunderbolts en même temps, mais qui essaye de faire le martyr en essayant de crever à chaque fois, alors qu'on sait qu'il va pas crever parce que ça fait plein de fois qu'il crève pas, et du coup on comprend qu'il va en fait pas crever. Le fait qu'ils rajoutent le personnage de Kali qu'on avait oublié depuis la saison 2, juste parce que à la base il devait avoir un spin-off sur elle, le spin-off s'est pas fait, donc ils se sont dit faut conclure son histoire quelque part, on l'a conclu dans cette dernière saison. Et évidemment c'est le seul personnage qui crève. Du coup il y a aucun enjeu, c'est que Vecna, il débarque au bout de 4 épisodes et ensuite il se fait contrôler par Will à un moment donné, donc il est décrédibilisé, la mise en scène et la DA le décrédibilisent aussi, et ensuite il se fait power down par Will, par Eleven, et il se fait décapiter de façon bien sale. Genre j'avais de la peine pour lui, le mec il s'est fait décapiter bien. Après j'ai bien aimé que ce soit Winona Ryder qui le décapite parce que c'était sa série à la base et c'est une actrice que j'aime bien. Dommage qu'on n'ait rien fait d'elle dans cette saison à part ça d'ailleurs. Mais la série est très lente, ça avance pas beaucoup, il y a 2-3 révélations sympathiques ou pas selon ce que vous avez en tête, et il se passe pas grand chose comme on l'a dit, et l'épisode final, j'ai passé un bon moment devant, ouais. J'ai trouvé ça plutôt cool, mais sans conséquences, quoi. C'est sans conséquences, c'est que là c'est CGI Land, c'est très Marvelesque, beaucoup d'effets spéciaux, et en fait, j'ai bien aimé le fait qu'on te montre que Vecna soit un personnage au final humain,
qui serait peut-être contrôlé par le Mind Flayer, etc. Le flagelleur mental, je crois c'est en français. Et donc j'aime bien le fait qu'on donne un peu de la complexité à son personnage là, et qu'on nous dévoile un peu ses origines, etc. Ça c'était sympa. Mais je trouve et j'ai bien aimé le fait qu'il reste méchant quand même. Mais par contre le flagelleur mental qui avait un design assez stylé dans la série, c'est-à-dire cette espèce de nuage d'ombre noire en forme d'araignée. Pourquoi tu nous le transformes littéralement en araignée? Genre ça m'a beaucoup fait penser à Pennywise, au bouquin, ça, au livre, ça, et au téléfilm, on va en revenir d'ailleurs, au téléfilm, ça, où en gros, le grand final contre ça, entre les enfants qui ont grandi et ça, c'est ça qui se transforme en araignée. Donc toi, tu dis, tu vois ce clown terrifiant durant tout le livre, et là, boum, il devient juste une putain d'araignée à la fin du film, et tu dois l'affronter en forme d'araignée. Et tu dis, c'est nul, tu vois. Et là, pareil, c'est que le Mind Flayer, il avait un design très très cryptique, très très mystérieux, Lovecraftien, etc. Et là, c'est une putain d'araignée. Une araignée qui se fait battre comme une merde par des lance-flammes de gamins, des balles de gun, par 10 pecnos comme ça. Genre la défaite de l'araignée, c'était nul à chier. Ça, l'écriture était pas là du tout. Et la mort de Vecna, le combat entre Vecna et 11, c'est décevant, ils se font pas grand chose. Et puis du coup, la mort de Vecna que j'ai bien aimé. Mais comme c'est une série blockbuster, il faut qu'on te martyrise et qu'on te fout des flashbacks partout, pour te dire que ouais, Vecna il t'a fait ça, Vecna il lui a fait ça, Vecna il lui a fait ça. Et ensuite tu as 1 heure d'épilogue où du coup les personnages vont vivre leur vie, etc. C'est très très long, trop long pour pas grand chose, mais la conclusion est plutôt correcte, avec le fait que peut-être que 11 soit morte, et qu'on nous laisse une fin ouverte, et j'espère qu'ils la laisseront ouverte et que jamais ils vont la fermer, parce que moi j'aime bien l'idée de peut-être me dire qu'elle est morte et que ce sont juste des gamins qui s'imaginent qu'elle est vivante, parce que ce sont des gamins, tu vois, et le fait que Stranger Things devienne plus ou moins un jeu de rôle Donjons et Dragons, c'est plutôt sympa. Je trouve ça très marrant à quel point la fin de la série ressemble beaucoup à du Stephen King, avec le coup de l'araignée, l'entité super stylée qui se transforme juste en putain d'araignée, qui perd sa crédibilité, et le personnage de Mike qui devient un écrivain avec ses lunettes et qui va réécrire un peu le récit. Je trouve ça faisait très Stephen King, je trouvais comme délire le dernier épisode, que j'ai trouvé, à l'échelle de Stranger Things c'est très décevant, mais sinon voilà quoi. Comme j'ai jamais été fan de Stranger Things, pour moi c'est pas non plus catastrophique quoi. Donc voilà, pour moi Stranger Things, c'est une dernière saison décevante, oui, pas nul à chier, pas éclaté, je trouve que ça va encore, mais par rapport au budget, par rapport à l'écriture, par rapport au personnage, par rapport au casting, il y a des problèmes partout, et donc, voilà quoi, vaut mieux ne pas regarder, ou sinon, si vous êtes fan, regardez, mais en ayant cette écoute-là en tête, mais si vous êtes fan, vous l'avez déjà vu, donc voilà, de toute façon, j'ai tout spoil. Et donc, pour terminer sur les séries que j'ai plus ou moins vues en avançant et à l'arrache, la série que j'ai le moins vue en avançant, il s'agit de ça. Bienvenue à Derry, Welcome to Derry. Donc, parce que déjà, il faudrait que je vous parle un peu de mon histoire avec la saga ça, du coup. Du coup, moi, j'ai vu les 2 films ça, réalisés par Andy Muschietti. Et je trouve le premier très très sympa, très bien fait, formellement plutôt cool. Les acteurs enfants sont assez bons, assez attachants. Bill Skarsgård dans le rôle de Pennywise vole le show. Il y a des effets d'horreur qui marchent assez bien. Même si pour moi c'est pas extraordinaire, c'est qu'il y a beaucoup de séquences où les couleurs sont très saturées. C'est que t'as une séquence où tout est bleu, une séquence où tout est vert. Et dans la grotte où il y a le clown, tout est très épileptique de couleurs. Donc je trouve que la lumière reste quand même un peu trop blockbusterisante. Je trouve quand même que Muschietti use trop des effets visuels, des CGI, pour créer ces séquences d'horreur, et du coup souvent il y a des effets un peu numériques, un peu assez LED. Donc je trouve que le premier film, c'est un bon film d'horreur grand public, on va dire. Par contre, le deuxième film, il est nul à chier, je trouve. Le deuxième film, en fait, l'intro du deuxième film est bien. L'intro où il bute Xavier Dolan, déjà, que fout Xavier Dolan dans ce film? Mais l'intro où il bute Xavier Dolan, où du coup, il y a toute cette intro en mode homophobie, cette intro m'a glacé le sang, j'étais en mode, oh putain, si tout le film est comme ça, je serais pas bien, quoi. Et le film n'est pas comme ça. C'est ça. C'est qu'en fait, le film, surtout en les revoyant là récemment, côte à côte, mais quel enfer! C'est horrible! 2h40! Ça, chapitre 2! Mais allez vous faire foutre! Un film d'horreur déjà qui fait plus de 2 heures, déjà c'est pas courant. Donc 2h40, mais vous avez cru que c'était The Dark Knight Rises? Vous avez cru que c'était Le Seigneur des Anneaux? C'est ça les gars, frère! C'est pas ça, c'est ça! Putain, ça m'a mis la haine, frère, Je peux pas regarder mon film tranquille, à toutes les 10 minutes, ils te martyrisent, ils te foutent que des flashbacks des gamins du film d'avant. C'est qu'en gros, ils se sont dit, le premier ça, qui était devenu le plus grand succès de film d'horreur de tous les temps à l'époque, oh, ces gamins étaient tellement charismatiques, tellement cool, on les aime tellement, vas-y, on va mettre plein de séquences d'heures, en fait, on va foutre toutes les scènes coupées du premier ça, dans ça 2, on va caser des flashbacks de façon complètement aléatoire, et en plus on va retourner d'autres scènes avec les gamins parce qu'on les aime trop, parce que les fans les aiment trop, ou du coup on va les de-ag un peu, et ça se voit qu'ils les ont rajeunis numériquement, c'est pas très beau. Du coup, la moitié du film,
J'ai l'impression qu'on voit plus les gamins que les versions adultes, et pour des séquences inutiles qui servent à rien et qui me fait perdre du temps sur 2h40, tu t'emmerdes de sa mère. Et à côté, bah il n'y a pas vraiment d'histoire. Là où dans le premier film, il y avait déjà un peu plus une forme de narration, parce qu'ils découvrent d'où viennent leurs peurs, ils doivent affronter leurs peurs, et découvrent que c'est le clown, etc. Avec quelques idées visuelles sympas. Il y avait l'idée je me rappelle du vidéoprojecteur qui passe d'une dame à Pennywise, qui était une idée qui était plutôt cool visuellement. Là, pour moi, c'est presque comme une succession de sketchs, mais version horreur, ça, chapitre 2. Parce qu'en fait, bah, t'as les adultes qui reviennent, sauf un qui s'est suicidé, et du coup, bah, ça, c'est qu'ils sont là, et ça, du coup, va les faire chier pendant tout le film. Donc, il y aura une séquence horrifique qui va concerner Jessica Chastain, une séquence horrifique qui va concerner James McAvoy, une séquence horrifique il y a 2-3 moments que j'ai bien aimé. Il y a le cameo de Stephen King qui est sympa, il y a la séquence où t'as James McAvoy qui essaye de sauver une gamine de la mort qui est pas mal, il y a une séquence où le clown tue une gamine avec une tache de rousseur, une tache de naissance qui était pas mal aussi. Mais en fait, tu as plein de séquences qui sont plutôt sympathiques quand tu les enlèves du film indépendamment. Parce que dans le film en eux-mêmes, c'est des séquences qui sont en trop, qui prennent trop de place et qui ne sont pas nécessaires pour la plupart d'entre elles. C'est que je trouve que les acteurs sont plutôt bons, même si paradoxalement, ceux qui ressemblent moins, ce sont les acteurs les plus connus, c'est-à-dire Jessica Chastain et James McAvoy. Et d'ailleurs, RIP à l'acteur qui avait joué, je crois que c'était Richie du coup, qui serait mort de suicide, qui est mort le mois dernier, donc paix à son âme, je n'ai plus son nom malheureusement au moment où je vous parle devant cette caméra. Mais il y a aussi cela. Et le final, bon, ils ont pas fait l'araignée, ils ont fait un mix, ils ont fait ça avec des pattes d'araignée, épileptique, mal aux yeux, mort de merde pour le clown. Du coup, moi en fait, la série ça, et j'ai vu le téléfilm aussi ça pour me préparer, le téléfilm des années 90. Pareil, en fait, comme il fait que comme toute l'histoire du bouquin est englobée en 3 heures, ben les acteurs sont plutôt bons. Le clown joué par Tim Curry est plutôt cool, il marche assez bien, plus clownesque et plus terre à terre, plus clown de la vraie vie que Skarsgård qui est plus fantastique, mais les deux sont bien dans leur version, on va dire, dans leur proposition. Et ce que je dirais la différence que j'aime bien par rapport au Muschietti, c'est l'utilisation beaucoup plus importante d'effets pratiques pour les effets d'horreur, les effets de gore, etc. Mais c'est vrai que le film en lui-même, sinon, bah, les 3 heures, les deux téléfilms d'1h30, ben ça se voit qu'en fait il y a beaucoup de personnages qui sont sous-utilisés, sous-exploités et dont le parcours est très rapidement survolé parce qu'on a que 3 heures pour raconter tout le bouquin de Stephen King. Donc il y a plein de scènes qui ne sont pas présentes, il y a plein de choix qui sont prises qui vont à l'encontre un peu de son bouquin. Et c'est vrai qu'en voyant le téléfilm après le film de Muschietti, c'est là qu'on voit quand même que les deux œuvres sont assez fidèles au bouquin de Stephen King parce que ouais, au final il y a beaucoup de scènes qui se répètent et du coup ça m'a pas fasciné, je me suis un peu ennuyé devant, donc Tim Curry est très bien, les effets pratiques d'époque sont cool, mais je trouve pas le film mieux en vrai, parce que même l'araignée à la fin qui pue la merde et qui nous vole Tim Curry pour avoir une araignée de merde qui se fait buter, voilà. Tout ça pour dire que moi, Welcome to Derry, je voulais pas regarder ça. Pour moi, c'était du pognon. Quel cas, hein, ça reste du pognon, hein, c'est de l'argent facile. On va capitaliser sur une franchise d'horreur qui a grave marché, on va en faire une série spin-off. Donc en s'inspirant des bouquins de Stephen King, en s'inspirant des quelques lignes de dialogue qu'on évoque sur tous les 27 ans où Pennywise a tué des gosses, etc. Et moi, ça m'intéressait pas du tout, je m'en foutais, j'en avais rien à faire. Andy Muschietti, il avait fait Flash avant, donc j'en ai encore plus rien à faire. Et le temps a passé, j'ai un pote qui est très fan de la série, je me suis fait un peu spoiler, et là j'ai vu un truc qui m'a donné plutôt envie, c'est que, bah en fait la série assume totalement son appartenance au Stephen King Universe. Et j'ai fait, parmi toutes les adaptations de Stephen King qu'on a eues dans l'histoire, enfin on en a une qui assume son appartenance à l'univers de Stephen King. C'est-à-dire que ce qui est bien dans Welcome to Derry, c'est que du coup on a le personnage de Dick Hallorann, de Shining, qui est dans cette série, on a la prison de Shawshank Redemption qui est mentionnée, on a Crystal Lake, on a plein d'éléments de l'univers de Stephen King qui existent et qui sont mentionnés. Du coup en fait il y a le côté crossover qui m'a donné envie de regarder la série. Du coup j'ai regardé la série pour ça, pour voir le personnage de Dick Hallorann et voir quel serait l'ajout intéressant par rapport à ce personnage dans l'univers du clown. La série, j'ai trouvé assez moyenne, en vrai un peu comme tout le monde je crois. Les 4 premiers épisodes c'est assez moyen, et dès que Bill Skarsgård revient en Pennywise, la série devient enfin bien, plutôt cool, plutôt sympathique. C'est que le premier épisode, bah en fait c'est pour ça que j'en ai un peu rien à foutre, et c'est pour ça que c'est les séquences que je les appelle plus, c'est les séquences avec les gosses, parce que les gosses c'est le même schéma narratif, c'est que l'univers de ça représente l'histoire de la puberté, de la maturité des enfants qui doivent affronter leur peur, et du coup tu as un gosse qui incarne une forme de peur, une forme de situation familiale ou de situation autre. C'est que par exemple tu as un personnage qui est par exemple d'une certaine religion, un qui est battu par son père, un qui a perdu son frère ou sa mère, etc. Et en fait, cette série, le début de cette série, c'est plus ou moins ça. C'est que tu as un gamin qui se fait buter,
en début de saison. Et du coup, tu as un groupe de gamins qui vont essayer de retrouver ce gamin, exactement comme Georgie dans les films. Et au final, on a le même schéma narratif que dans les films, du coup, c'est pas intéressant et c'est de la répétition. Sauf qu'à la fin du premier épisode, il te tue la moitié du casting. Mais personnellement, j'ai pas trouvé ça si surprenant que ça, même si au moins l'avantage, ça c'est un truc que je dirais, c'est que l'avantage, contrairement à Stranger Things, c'est qu'au moins avec ça, on est sûr qu'il y a des personnages qui vont crever, parce que Pennywise il y en a un à foutre, et c'est un vrai méchant qui est imprévisible, donc ça marche bien. Mais aussi parce que moi, c'est tellement rare qu'on voit des gosses se faire buter au cinéma et à la télévision, que c'est aussi un truc que l'univers de ça peut se permettre de faire. Donc il y a aussi ça qui est intéressant en tant que spectateur, c'est se dire jusqu'où ils vont aller pour tuer des gosses, quoi. C'est le truc un peu unique dans cet univers-là, quoi. Et c'est vrai que c'est assez choquant du coup quand tu vois ça dans l'épisode, mais puis personnellement, moi ça ne m'a pas choqué, ça m'a pas plus surpris que ça, parce que déjà ils ont pas buté tous les personnages, ils en ont buté 3 je crois, mais surtout parce que c'est HBO. Et je trouve que HBO maintenant on les connaît bien. HBO, depuis Game of Thrones, ils aiment bien surprendre, ils aiment bien faire des épisodes chocs, des trucs chocs, etc. C'est pareil pour Watchmen, etc. Donc pour moi, ça me surprend plus, en fait. Donc c'est pas quelque chose qui m'a happé de fou. Après, il y a des séquences horrifiques que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé la séquence que j'aime bien avec les boîtes à concombres où tu as le visage du père de la gamine qui se forme, qui pour le coup est vraiment dégueulasse et bien gore et qui marche très très bien. Le bébé qui vole, qui marche aussi bien aussi. Mais il y a des épisodes qui servent à rien. La séquence où ils vont dans le cimetière, ils se font pourchasser par des fantômes, ça c'était très laid et pas d'intéressant. Et il y a plein de trucs un peu pas ouf comme ça. Et le truc c'est que la série en vrai, j'aurais été à deux doigts de dire qu'elle ne sert à rien. Parce qu'en vrai, en fait, elle ne fait qu'étendre des informations qu'on avait déjà dans les films, c'est-à-dire quelle est l'origine du clown. L'origine était déjà expliquée dans le film, là tu as le droit à une grosse séquence de flashback pour te le montrer. Donc c'est beaucoup moins subtil, c'est cool à voir, mais fondamentalement ça ne sert à rien. Même si je trouve ça cool quand même de cette fois-ci, beaucoup plus assumer l'héritage natif américain du personnage de Pennywise du coup, et de beaucoup plus mettre en avant du coup la communauté native américaine par rapport à leur histoire avec ce personnage-là, donc ça c'était plutôt cool dans la série. Et l'ajout qui est intéressant, c'est bien sûr le contexte de guerre froide dans les années 60, la guerre contre les Russes, et donc avec ces militaires qui veulent du coup faire de Pennywise une arme de destruction massive. Donc je trouve que c'est intéressant, surtout avec ce personnage qui ne peut pas avoir peur parce que durant la guerre il a perdu le nerf qui lui permet d'avoir peur. Et malheureusement on n'en fait rien. Concept de fou, par rapport à ça qui se nourrit de la peur des gens, on n'en fait pas grand chose, donc ça très, très, très décevant, surtout que j'aime bien l'acteur David Oleo, je crois il s'appelle, qui était dans Watchmen et dans Leftovers et autres. Et ça, mais la partie militaire, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, de nous montrer un univers qui est traumatisé par la guerre froide, par l'environnement nucléaire et par le racisme. C'est que cette saison traite beaucoup du racisme qui est justifié, notamment qui se termine du coup bien sûr par une attaque raciste qui va faire beaucoup de morts, avec une séquence en plan séquence qui était plutôt sympatoche bien sûr également. Et Pennywise, on se sert de Pennywise pour accumuler un peu ces thématiques-là. Après, malheureusement, je trouve qu'on le fait pas assez, c'est que Pennywise, à aucun moment, Pennywise va par exemple faire des séquences de rêve, de peur en mode arme nucléaire ou en mode guerre froide. Pennywise va quand même continuer à se transformer en des formes assez classiques par rapport à ce qu'on lui connaît. Mais j'ai beaucoup aimé l'idée de la Harley Quinn, c'est-à-dire l'idée de la fille du gars dont Pennywise a pris la forme. J'ai beaucoup aimé cette idée-là. D'ailleurs, j'aurais carrément adoré avoir un épisode entier sur ce personnage-là plutôt que revenir sur les gosses. Mais du coup, sur les origines de Bob Gray, donc le clown, le gentil Pennywise, dont l'entité va prendre la forme pour devenir Pennywise, pour attirer les gosses. Parce que du coup, c'est un personnage qui fait pitié, qui est pathétique, qui a une vie de merde et qui aime sa fille. Et du coup, l'antithèse de Pennywise. Et du coup, quand il se fait buter par Pennywise, tu as le seum et tu es triste que du coup Pennywise prenne sa forme et transforme son héritage de pauvre clown en un massacreur de gosses, en fait. Mais j'ai beaucoup aimé cette idée-là de cette gamine qui est persuadée que son père est encore en vie, qui du coup lui emmène des enfants à manger pour l'approcher d'elle. Du coup, cette fascination pour le clown parce qu'elle pense que c'est son père. Et du coup, j'adore. En vrai, Pennywise, il est assez drôle aussi. C'est que j'aime beaucoup les séquences où il y a elle qui l'appelle père et t'as Pennywise, tu comprends que Pennywise, c'est un mec qui n'a pas d'âme. C'est une entité maléfique, c'est le diable. Donc, quand t'as cette gamine qui l'appelle père, c'est une gamine de 60 ans maintenant, mais l'actrice, elle se porte tellement bien. Elle fait pas du tout 60 ans. Et d'ailleurs, là, dans le flashback en noir et blanc, j'ai cru que c'était la même actrice. En fait, non, c'est une autre actrice, donc au casting. Et du coup, ça m'a beaucoup fait rire de voir Pennywise réagir à ça en mode mais je suis pas ton père, qu'est-ce que tu fais? Moi je suis pas amoureux de toi, je t'aime pas, hein. Moi je suis Pennywise, je bute des gens, tu vois. Grosso modo, c'est ce qu'il disait dans son regard. Donc j'ai aimé cette idée de Pennywise qui manipule cette dame pour qu'elle lui donne des gosses, donc elle manipule des adultes, et de temps en temps, il se dit, mais frère, je suis pas ton père, moi je suis un monstre, moi je pourrais te buter si je veux, hein, j'ai pas d'empathie. Donc ça, j'ai bien aimé ça, mais du coup, Bill Skarsgård est excellent, et ils auraient dû le mettre dès le début, parce que la première moitié de la série était pas très intéressante, et dès que lui arrive, ça devient cool, donc ça c'était bien. Et bon, ouais, pareil, ils ont fait
twist de merde aussi sur le fait que peut-être que le gamin est vivant et en fait non, c'était pas le gamin, c'était Pennywise. À chaque fois que Pennywise tue un gosse, le gosse il est mort. Donc pour moi ça n'avait aucun sens que on puisse penser que le gamin soit vivant. Donc ça aussi c'était de la perte de temps pour moi dans la narration. Mais le côté racisme, le côté choc. Déjà j'ai bien aimé son design tout rouge avec le sang tout rouge qui couvre tout son corps dans le dernier épisode, qui inverse son design par rapport au design des natifs américains et qui du coup le rend assez stylé. Mais moi j'ai bien aimé l'idée de la nuée du brouillard qui cache tout et qui crée un design bleu un peu froid. J'ai bien aimé ça dans le design final et j'ai plutôt bien aimé le final, assez évident, pas super intéressant, mais j'ai bien aimé les effets visuels de Pennywise qui retransforme ses formes sous forme de peinture et qui meurt entre guillemets. J'ai bien aimé le voir comment Pennywise du coup hibernait donc avant de faire sa pause, et j'ai bien aimé le côté comique de bon en fait les Américains ils sont cons. Pennywise était sur le point d'hiberner, et là Pennywise il entend qu'en fait les Américains veulent le libérer pour foutre la merde dans tous les États-Unis. Donc ça m'a bien fait rire. Mais pareil, la série aussi très très woke, c'est que si tous les hommes blancs caucasiens hétéros sont des connards, c'est que le général homme blanc, au début, il était sympa, c'est qu'il est cool, il protège un peu le personnage qui a peur de rien, et ensuite, bien sûr, tu découvres que c'est un giga connard qui veut en fait exploiter Pennywise pour créer la peur dans le pays et pour que le pays évite d'avoir des morts inutiles en leur influant de peur durant la guerre froide. Ce qui est en vrai une thématique super intéressante et plutôt cool en vérité, même si du coup ça fait de ce personnage un méchant, ce qui était évident par rapport à ce prisme-là. Donc voilà, et puis il y a ça qu'ils ont mis au dernier moment. La scène finale est assez creepy, où tu comprends que la meuf du coup c'était la daronne décédée de sa chapitre 2, du coup avec le petit caméo de Beverly March, je crois, avec sa mère qui suicide, et du coup la fin où du coup on comprend que Pennywise en fait c'est le Docteur Manhattan. J'avoue que j'étais un peu paumé quand j'ai vu ça, mais Pennywise qui est en mode Docteur Manhattan, qui en fait lui il sait qu'il va crever dans sa chapitre 2, et donc pour lui, lui il vit le passé, le présent et le futur en même temps. Donc pour lui le temps n'est pas linéaire, donc du coup il sait qu'il va crever, et donc c'est pour ça qu'il va essayer de sauter de 27 ans à 27 ans à 27 ans pour essayer de buter les ancêtres en fait des enfants du Losers Club qui vont le tuer dans sa chapitre 2. Donc ça en vrai j'aime bien l'idée que pour nous, que chronologiquement cette série c'est un préquel à ça 1 et 2, mais que pour Pennywise c'est une suite, parce que lui quand il meurt il naît en même temps en fait. Pour lui c'est une boucle, quand il va mourir il va naître mais il veut pas mourir, donc lui il va essayer de reculer dans le passé, de reculer dans le passé pour buter tous les ancêtres des gosses qui l'ont tué dans le futur en fait. Donc je trouve que l'idée est intéressante et ça peut créer des saisons 2 et 3 plutôt cool en termes de narration, en termes de surprise et en termes de lore, hein, tout simplement. C'est que j'ai trouvé la série plutôt cool, j'ai bien aimé les séquences en noir et blanc qui jouent avec les couleurs de Pennywise, même s'il n'y a pas forcément de logique de narration. Pourquoi pas les saisons 2 et 3, on verra ce que ça donne, mais je trouve la série assez décevante et assez moyenne en moitié de saison. Mais dès que Pennywise débarque et dès que les thématiques se renforcent et dès qu'on exploite enfin les personnages, comme Dick Hallorann, c'était quand même stylé de voir Dick Hallorann affronter Pennywise et d'utiliser son Shining pour jouer avec son esprit, etc. Ça, quand tu connais Shining, etc., c'est plutôt cool à voir. Bon, par contre, ça faisait très Marvel, le coup du « Oh, il y a un gars, il m'a trouvé une place dans un hôtel. Oh, il se passe jamais rien dans les hôtels. » Bon, ça faisait très Marvel. Voilà. En plus, j'aime bien l'acteur, c'est l'acteur qui jouait Lucius Fox dans la série Gotham, donc cool pour lui. Mais voilà, ça, Welcome to Derry, pas extraordinaire, mais sympathique. Et le générique est très cool, je trouve le générique super cool, j'aime bien. Donc voilà.